tous. Voilà, pour la petite patience, on va démarrer euh, et on va voilà, démarrer ce webinaire sur tout ce qui est accès au financement pour les entreprises agroalimentaires que le COLID organise en collaboration avec l'ANAPEX, l'Agence nationale de promotion des exportations de la République démocratique du Congo. Et c'est vraiment un webinaire pour vous informer voilà, ce que c'est l'accès au financement et comment on s'y prépare. Ce n'est pas une formation, hein, c'est vraiment une première étape et on va vous présenter ce que le COLID peut proposer dans ce sens. Donc, on peut commencer. Je pense que la salle est un petit peu composée de, je dirais, 50% des partenaires du COLID et puis 50% les partenaires de l'ANAPEX, certains évidemment qui connaissent les deux. Donc, on va pouvoir vous présenter un petit peu ce que l'est le COLID ou COLEAD pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Mais en tout cas, on est ravis de cette collaboration avec l'ANAPEX sur un sujet qui revient très fréquemment quand on échange avec les acteurs du secteur horticole et agricole en RDC, mais également dans d'autres pays en Afrique où nous travaillons et sur lesquels nous avons un département qui travaille depuis maintenant quelques années au regard du besoin grandissant de la filière. Et donc aujourd'hui, au niveau du colis autour de la table, donc il y a moi, je suis désolée, ma caméra fait la grève en ce moment, donc vous ne pourrez pas me voir. Mais donc moi, je m'appelle Margot et je suis responsable des activités en République démocratique du Congo pour le compte du COLID. Et je travaille avec Delagno, mon collègue qui est basé à Lomé, et je suis moi-même basée à Bruxelles. Et nous avons également avec nous Laté, qui est également basé à Lomé dans notre bureau du Togo, qui a rejoint l'équipe Access to Finance il y a quelques semaines, mois maintenant. Et Waiting également de notre département Accès au financement, qui est basé au bureau à Bruxelles, est là pour répondre à vos questions. Alors apparemment, on ne m'entend pas bien. De toute façon, je vais bientôt arrêter de Si, on parler. entend très bien. Ah, on entend? Ok. Alors, je vais de toute façon bientôt arrêter de parler. Pour celles et ceux qui n'ont pas le son, bon, voilà, de toute façon, ce sera enregistré, mais j'espère que vous pourrez résoudre le problème. Et je pense que je vais passer la parole, si je me souviens bien, à Samuel Pachonguet de l'ANAPEX, qu'il fasse un petit mot de présentation de sa structure. Donc, Samuel, c'est Oui, à vous. merci Margot. Bonjour à tous. Et surtout, parce que je vous ai dit, nous avons un groupe qui suit avec nous euh, ici à l'agence, à l'ANAPEX, mais on sait qu'il y a nombreux parmi les entreprises qui sont en ligne, donc je les salue aussi. Très rapidement, je vais essayer de présenter l'Agence nationale de promotion des exportations, qui est en fait un établissement public à caractère administratif et technique dont les missions essentielles consistent à promouvoir les exportations des produits congolais d'origine agricole, agro-industrielle, industrielle et artisanale, mais aussi de renforcer la présence commerciale de la RDC à travers le développement des échanges internationaux. Notre vision est très simple, c'est faire des exportations congolaises un levier de développement économique euh, durable et en termes d'objectifs global, nous visons la diversification des exportations de la République démocratique du Congo à travers la promotion des filières porteuses telles que celle de l'agriculture, de l'industrie et de la manufacture. Les axes d'intervention de l'ANAPEC s'organisent en effet autour des domaines d'activité stratégiques de l'agence, qui sont notamment le renforcement de la diversification et de la compétitivité de l'offre exportable congolaise. Cette activité-ci rentre en effet dans la ligne droite de cet axe stratégique. Le deuxième axe stratégique de l'agence
c'est celui de la veille économique, de l'intelligence commerciale et de l'analyse de marché, où nous déployons des efforts pour collecter, analyser et diffuser les informations pertinentes en ce qui concerne les opportunités, mais aussi les exigences qu'offrent les marchés internationaux. L'agence consiste à contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires du secteur de l'exportation, notamment par des plaidoyers et des concertations régulières avec les acteurs pour porter leur voix plus haut auprès des décideurs politiques afin qu'un certain nombre de goulets d'étranglement, notamment ceux liés aux pesanteurs administratives euh, ou encore des pesanteurs liés à la parafiscalité ou à la fiscalité. Le quatrième axe d'intervention de l'agence, c'est celui de la prospection et de la promotion à l'international des produits made in Congo. Et à travers cet axe, nous essayons de mettre en relation les entreprises, les exportateurs qui ont été capacités, accompagnés, soutenus avec les marchés internationaux, les opportunités qu'offrent les marchés internationaux. Et cela est possible notamment au travers des activités telles que les salons, les foires, les missions commerciales, etc. etc. Donc, chère Margot, cher Delagnon, je crois qu'en ces mots-là, on a une idée générale de ce que c'est l'Agence nationale de promotion des exportations. Merci. Merci Samuel. Et voilà. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le COLID, je vais laisser mon collègue Delagno vous présenter notre association et ce que l'on fait pour les chaînes de valeur agroalimentaire, principalement dans les pays africains, mais pas que. Merci. Merci Margot. Bonjour à tous. Donc, permettez-moi de vous présenter un peu rapidement le COLID. Donc, le COLID, comme définition, c'est le comité de liaison entrepreneuriat, agriculture, développement. Le COLID est une association sans but lucratif du secteur privé qui compte environ 500 membres répartis dans des pays de l'Afrique, Caraïbes, Pacifique et de l'Union européenne. C'est une association qui gère différents projets, programmes euh, qui sont des différents projets, programmes qui sont des programmes multi-pays ou des programmes nationaux et qui sont financés par des différents bailleurs de fonds, notamment l'Union européenne. Donc, en tant qu'équipe, le COLID compte environ 80 staff et plus, répartis dans 4 bureaux, dont le bureau principal se trouve en Belgique, à Bruxelles, en Belgique. Nous avons également un bureau à Nairobi, au Kenya. Nous avons un bureau en Afrique de l'Ouest, au Togo, où je suis basé essentiel actuellement. Mais également, il y a le siège même de l'association basée en France, à Rungis. Donc, le COLID se définit comme un réseau mais également une boîte à outils. Donc, nous avons développé des outils et des connaissances que nous avons mis à la disposition des membres, mais également des différents partenaires avec lesquels nous collaborons. Le COLID également, le COLID gère des programmes et projets depuis plus de 50 ans, dont 20 ans dans la mise en œuvre des projets et programmes. Nous intervenons essentiellement dans le secteur agricole avec un focus sur les chaînes de valeur horticole essentiellement. Nous avons ok, voilà. Bon, je vais profiter en même temps pour vous présenter un peu les ressources, les différentes ressources du COLID que nous disposons. Donc, le COLID a développé des ressources techniques par le biais de programmes financés par les donateurs pour répondre aux besoins spécifiques du secteur horticole dans les pays ACP, qui peuvent également être utilisés par d'autres secteurs agricoles et régions pour atteindre les objectifs de développement durable.
Donc, parmi nos ressources, nous avons en premier lieu la e-bibliothèque. Donc, c'est une bibliothèque en ligne qui offre de multitudes d'ouvrages qui ont été développés par le COLID et qui sont accessibles à tous. Donc, ces ouvrages vont des études de marché aux guides de bonnes pratiques pour différentes cultures. Tous ces ouvrages-là sont téléchargeables sur notre plateforme e-learning, sur la plateforme bibliothèque et accessible à tous. Donc, parmi les ouvrages, nous avons des guides techniques, comme je le disais, les guides de formation, les études de marché et d'autres documents vraiment très pertinents. Donc, en plus de la e-bibliothèque, nous disposons également d'une plateforme e-learning. Une plateforme e-learning, c'est une multiplateforme qui permet aux différents partenaires et aux entreprises partenaires de pouvoir vraiment renforcer leurs capacités. Et il est à noter que c'est une plateforme qui est accessible aussi via les téléphones portables. Donc, pas par le web, mais vous pourriez toutefois télécharger l'application via le Moodle. Et c'est une plateforme qui renforme différentes thématiques. Nous avons une large gamme de cours disponibles sur la plateforme e-learning. Donc, nous avons essentiellement 8 thématiques que nous présentons, dont la gestion de l'environnement, la gestion et le développement des organisations, la méthodologie de formation, la production et le commerce durable, la production et la transformation des aliments, le respect de la personne, la santé des plantes et la sécurité sanitaire des aliments. Donc, la plupart de ces cours qui sont disponibles sur la plateforme e-learning sont des cours certifiants. Donc, à la fin des cours, vous avez cette possibilité d'obtenir des certificats. Donc, voilà. En plus de la plateforme e-learning, nous disposons également d'une plateforme statistique. C'est une dashboard interactive qui permet essentiellement d'avoir des informations, notamment sur la production agricole, le commerce agroalimentaire mondial, mais également d'avoir des informations sur les intersection sur les différents produits qui proviennent essentiellement des produits SCP. Donc, nous avons également mis à la disposition du public une base de données de réglementation qui en fait fournit les dernières informations sur les politiques et réglementations agroalimentaires de l'Union européenne qui ont un potentiel impact sur les exportations des produits. Donc, la base de données du COLID sur les bonnes pratiques agricoles, elle fournit également une base de données sur les bonnes pratiques agricoles pour garantir la conformité avec les normes européennes. En plus de ces outils, nous disposons également des outils d'auto-évaluation, notamment le SAE pour les entreprises agricoles, mais le RSAT pour l'évaluation des systèmes phytosanitaires. Donc, le SAE, c'est un outil d'auto-évaluation de la durabilité qui permet aux entreprises d'améliorer leurs pratiques et de consolider leur viabilité financière. Donc, c'est un outil qui leur donne essentiellement cette possibilité-là de pouvoir, en termes de pouvoir jauger leur activité vis-à-vis des trois piliers de la durabilité. Le COLID fournit également des actualités, des informations, notamment sur les différentes activités qui sont organisées par le COLID, notamment les séries d'innovation, les séries sur les entreprises agroalimentaires dans les Caraïbes, mais également une série sur l'industrie des fruits et légumes. Et en dernier lieu, nous disposons du réseau, donc que tout le monde est invité à joindre. Vous pouvez joindre le réseau du COLID. Et c'est un réseau ou une communauté professionnelle qui partage les mêmes idées sur les accès au marché, qui vous permettent en fait de discuter entre des autres partenaires sur les accès, les différentes opportunités ou bien les différents challenges que vous pourriez rencontrer, notamment sur plusieurs thématiques, à savoir l'accès au marché et bien d'autres thématiques.
Pour information, nous avons eu à présenter de long en large les ressources du Colide. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, nous pourrions nous partager avec vous le lien pour l'enregistrement qui a été fait sur ce webinaire. Merci beaucoup à Parfait. Margot, merci à Delayon pour l'introduction et pour la présentation complète des ressources que le Colide a développées à l'endroit donc, de nos partenaires. Et pour faire un zoom sur les ressources qui sont spécifiques donc à l'accompagnement que nous apportons sur les questions d'accès au financement, le Colide a également développé un parcours de préparation à l'investissement. Donc, c'est des ressources qui sont développées pour justement accompagner les partenaires, les entreprises avec lesquelles nous travaillons, pour les aider à accroître leurs chances d'obtention de crédit. Ces ressources-là vont déjà les entrepreneurs dans leur démarche, depuis donc la validation du modèle économique de leur projet jusqu'à la mise en relation avec de potentielles institutions de financement, en passant bien entendu par l'élaboration des plans d'affaires, mais aussi le développement des plans financiers. Et à chaque fois, les outils que nous avons, c'est les webinaires ou bien les cours d'auto-apprentissage pour ce qui est des étapes de validation des modèles économiques. Là, par exemple, vous pourrez le voir, à cette étape-là, nous avons un webinaire pour vous aider à démystifier tout ce qui est question d'accès au financement. Ça vous aide à comprendre globalement de quoi il s'agit quand on parle d'accès au financement. Mais à cette étape aussi, nous avons les cours d'auto-apprentissage qui vous permettent de vous introduire sur les questions donc de business model, de comprendre ce que c'est, comment on fait pour valider son business model, par exemple. Et dans la suite, une fois que c'est validé, donc, il y a aussi des outils qui vous accompagnent à la prochaine étape, qui est donc l'élaboration donc de votre business plan. Donc, il y a des webinaires qui sont organisés pour vous permettre de comprendre pourquoi votre entreprise a besoin d'un plan d'affaires et qu'est-ce qu'il y a globalement dans les plans d'affaires, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans. Donc là, c'est vraiment des informations générales qu'on donne pour vous éclairer. Et à cette étape-là, je le dis encore, c'est pas vraiment des sessions de formation très poussées, mais c'est beaucoup plus des sessions d'information pour vous éclairer sur la notion. Et ici aussi, en plus du webinaire, nous avons des parcours d'auto-apprentissage. En fait, l'opportunité est donnée à l'entrepreneur qui s'engage dans ce processus-là de recherche de financement de pouvoir s'inscrire dans une démarche personnelle pour apprendre à son rythme. Et nous avons des modules qui sont pensés pour cela. Et à chaque fois que vous allez sur nos plateformes, ces ressources-là sont disponibles et en fonction de votre rythme et de votre besoin, vous pouvez aller vous faire former sur les questions d'élaboration de business plan ou bien du plan financier ou bien comment engager avec de potentielles sources de financement. Nous le verrons dans la suite. Ces différents outils que nous avons se retrouvent en deux catégories, je l'ai dit. Donc, nous avons d'un côté les webinaires, mais aussi les cours d'auto-apprentissage qui sont tous les deux gratuits, qui sont open source. Tout le monde peut y accéder. Les webinaires, je l'ai dit, sont ouverts à tous, servent généralement à la sensibilisation, à la partage d'informations de base. Ils se font par Zoom, comme on le fait généralement. Mais ensuite, les cours d'auto-apprentissage, comme je l'ai dit, sont aussi ouverts à tous, mais qui sont beaucoup plus axés sur la formation théorique. C'est censé donner les fondamentaux, les contenus théoriques, les différents outils, moyens dont l'entrepreneur a besoin pour aller chercher le financement. C'est aussi gratuit. Donc, la prochaine étape, une fois que l'entrepreneur a validé son business model et qu'il a renforcé ses capacités en interne, la prochaine étape voudra qu'on aille vraiment vers la formation collective. Et ça, c'est une opportunité qui est donnée donc aux partenaires qui en font la demande de pouvoir bénéficier de formations concrètes sur des thématiques précises pour les aider justement à la préparation, à l'accès au financement. Et c'est des sessions qui sont organisées une ou deux fois par an, qui regroupent une vingtaine, des fois 20, 25 personnes à chaque fois, où on mobilise un expert qui vient entretenir donc nos partenaires sur des thématiques précises et qui les aide aussi à en sortir de ces sessions-là avec des documents plus ou moins prêts à l'utilisation. Donc, la prochaine étape,
c'est vraiment des appuis post-formation que nous faisons. Une fois, lors des sessions de formation collective, les outils, les documents qui sont produits puissent être plus ou moins finalisés. Il peut y avoir des endroits qui restent encore à finaliser. Donc là, concrètement, on donne la possibilité à nos bénéficiaires de solliciter notre appui pour mobiliser un consultant, un expert, pour venir vous aider sur ces aspects précis-là, pour finaliser, par exemple, vos plans financiers et finaliser donc le business plan. Ceci étant dit, abordons maintenant la question qui nous regroupe ici ce matin, la question de l'accès au financement pour les entreprises. C'est une question qui est très fondamentale, je crois. Margot l'a dit en début, que ce soit avec les partenaires au développement, les gouvernements, les ONG, il y a, dans le secteur agricole, il y a beaucoup d'appuis qui sont apportés aux acteurs des chaînes de valeur. Et ces appuis-là, ces appuis-là sont très utiles pour les aider à monter en puissance, à améliorer leurs activités, à pouvoir vivre dignement de leurs activités. Et ces appuis-là ne sont pas toutefois suffisants parce qu'à chaque fois, une fois que les gens sont formés, une fois que leurs capacités sont renforcées, ils veulent des ressources pour pouvoir aller implémenter ce dont vous leur avez parlé. Et la question de ressources est très importante. Et c'est pour ça, justement, je pense que l'ANAPES a mis le doigt dessus et a sollicité donc ce webinaire. De quoi s'agit-il quand on parle d'accès au financement? Il n'y a pas une définition exacte, mais dans le cas de ce webinaire, nous allons noter que c'est la capacité d'une entreprise à pouvoir utiliser au bon moment, dans de bonnes conditions et pour un montant optimal les ressources financières disponibles pour répondre à ses besoins d'entreprise. Trois éléments importants ont été soulignés là-bas, je ne sais pas si vous le voyez. Le fait d'avoir ces ressources-là au bon moment, le fait de les avoir dans les bonnes conditions, mais aussi le fait de l'avoir à un montant optimal. On peut avoir besoin d'un financement pour le mois de mars, mais pour diverses raisons, le financement, le crédit peut être mis en place par exemple en juin. C'est pas intéressant. On peut avoir besoin des fonds à long terme pour faire des investissements, mais l'institution financière que vous avez en face peut dire, voilà, moi, je peux que te faire un prêt sur un an, par exemple. C'est pas ce qu'on appelle, c'est pas un produit qui est intéressant pour vous. Vous pouvez aussi avoir besoin, par exemple, de 1 million de dollars pour financer votre expansion. Mais l'institution financière avec laquelle vous êtes en discussion peut dire, écoute, moi, je peux te donner les 1 million, je te donne 600 millions. Il y a un gap de 400 millions que tu dois aller chercher ailleurs. C'est pas aussi un financement qui est optimal. Donc, il faut que ces trois conditions soient réunies pour qu'on dise vraiment que on a accès à un financement qui est optimum. La deuxième question qu'on puisse se poser, c'est est-ce que tous les projets d'entreprise nécessitent un financement externe? Bien entendu, la réponse est non. Pour pouvoir savoir si votre entreprise a besoin ou pas d'un financement externe, il y a ce qu'on appelle une évaluation qu'il faut faire de la viabilité du projet et de vos besoins en financement. Cette évaluation repose sur trois critères. D'abord, la viabilité de votre activité, l'existence ou pas des ressources en interne, mais aussi l'environnement même dans lequel votre entreprise évolue. Sur la question de la viabilité, c'est la capacité de votre entreprise à prospérer, à générer des revenus et à grandir dans le temps. Si oui, votre entreprise est viable, bien entendu, vous pouvez aller chercher le financement pour mettre à échelle vos ambitions. Mais si l'activité n'est pas viable, il vaut mieux ne pas aller chercher de financement externe. Le deuxième volet, c'est les ressources internes. C'est les ressources que génère l'entreprise elle-même, c'est vos bénéfices, mais c'est aussi peut-être une partie des amortissements que vous avez mis de côté, c'est vos fonds propres. On appelle ça votre capacité d'autofinancement, qui peuvent aussi vous servir à financer vos activités. Si vous avez des ressources en interne, oui et non, vous pouvez aller chercher des financements externes ou pas. Oui, si les ressources internes que vous avez ne vous suffisent pas. Non, si les ressources vous suffisent. Si vous avez toutes les ressources en interne dont vous avez besoin, il n'y a pas nécessité d'aller chercher à l'extérieur, par exemple. Mais si vous n'avez pas de ressources en interne et que l'activité est rentable, bien entendu, vous pouvez aller chercher les financements externes. Et le dernier aspect que j'ai dit dans l'évaluation, c'est l'environnement dans lequel votre entreprise évolue. Il est très important de prendre en compte cet élément-là avant d'aller engager des discussions pour pouvoir aller mobiliser le financement.
Est-ce qu'il n'y a pas une crise économique qui est en vue? Est-ce qu'il n'y a pas une réglementation? Est-ce qu'il n'y a pas une loi qui va sortir? Est-ce qu'il n'y a pas une discussion particulière à l'export des produits parce que le gouvernement veut protéger un peu le marché local qui va être pris dans les jours qui viennent? Donc, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte avant de pouvoir vraiment s'engager dans la recherche de financement, surtout au niveau externe. Pourquoi recherche-t-on ce financement? On le recherche pour faire quoi? Pour financer généralement deux choses: les investissements et les fonds de roulement. Je ne vous apprends rien, vous êtes des entrepreneurs. Beaucoup parmi vous ont déjà fait cette démarche-là plusieurs fois. Donc, c'est juste des rappels que nous vous faisons. Et à propos, n'hésitez pas, s'il y a des aspects que nous mentionnons, par exemple, et certains parmi vous ont expérimenté d'autres choses, n'hésitez pas à les partager avec nous dans les commentaires afin de nous édifier tous. Donc, je disais qu'on a besoin de financement pour financer généralement deux catégories d'investissement. Et on a les investissements, pardon, et après, on a les fonds de roulement. Les investissements, c'est de l'argent qu'on investit pour acheter de nouveaux actifs ou améliorer les actifs qui existent. Il s'agit par exemple des achats de machines, d'équipements, les achats ou bien la construction de bâtiments, les achats de terrains, les achats de machines ou d'équipements de transformation, ou la construction, la transformation de bureaux, par exemple. Donc, c'est d'investissement, c'est des dépenses qu'on fait une fois, qui sont conséquents et qui durent sur plusieurs années, par exemple. La deuxième partie, la deuxième raison pour laquelle on va chercher souvent des financements, c'est pour financer les dépenses opérationnelles. Donc, c'est de l'argent qu'on utilise pour financer les opérations quotidiennes de l'entreprise, soit pour payer les factures, pour payer les intrants, pour payer les salariés de vos employés, ou bien des dépenses que vous faites pour les transports, ou bien par exemple pour l'export de vos produits transformés ou semi-transformés, par exemple. Voilà un peu généralement les deux catégories de destination des financements que vous allez chercher auprès des bailleurs. Et les besoins en financement de vos entreprises, de vos entreprises, dépendent aussi des fois du niveau de maturité de votre activité. Bien entendu, le besoin, par exemple, que votre entreprise a au moment de la génération d'idées n'est pas la même qu'au moment de la recherche et de validation de votre projet d'entreprise. Ce n'est pas aussi pareil quand vous êtes à l'étape d'expansion ou bien de maturité, par exemple. Dans l'un ou l'autre des cas, le besoin de formalisation, les exigences s'accroissent en fonction du niveau de maturité de votre entreprise. Donc, au niveau de la génération d'idées, par exemple, il s'agit là simplement de trouver une idée de projet, par exemple. Donc, vous avez fait un voyage, que ce soit dans une autre région de la RD Congo, ou bien ce soit à l'extérieur, vous avez vu quelque chose qui est transformé, vous avez les mêmes matières premières chez vous au pays, par exemple. Tiens, l'idée vous vient, je pourrais en faire aussi pareil chez moi, par exemple. Ou bien il y a quelqu'un qui le fait dans une région en Congo là-bas, il y en a pas dans une autre région, vous trouvez l'opportunité, vous devez le réaliser. Donc, il faut peut-être documenter l'idée et les résultats qui peuvent en sortir. Une fois que l'idée est validée, donc vous passez à la prochaine étape, qui est donc la recherche de marché pour l'idée que vous avez identifiée. Donc là, on recueille les données que vous avez vous disposez, ce soit des données dans les rapports ou bien les données que vous collectez vous-même directement lors des enquêtes pour tester l'idée et voir sa solidité, sa viabilité. Et après, une fois que le projet s'est avéré viable et solide, donc vous passez donc à la mise en œuvre de l'activité. Une fois que l'activité commence par être mise en œuvre, la prochaine étape, bien entendu, je l'ai dit, c'est l'expansion. Donc, l'entreprise est validée. Vous avez opéré depuis plus d'un an. Donc, il faut maintenant se développer et se mettre à échelle. Il vous faut de la ressource pour cela. Et ça nécessite donc de pouvoir, à cette étape-là, commencer par documenter. On le verra dans la suite des présentations. C'est un élément qui est très important pour une entreprise qui a de l'ambition, qui veut grandir. La question de la documentation est capitale et il faut vraiment qu'en tant qu'entrepreneur, vous puissiez commencer par travailler sur ces aspects-là. Et la dernière étape, je l'ai dit, donc on a besoin aussi des ressources pour pouvoir véritablement travailler sur la question de maturité, la croissance des ventes, stabilité, stabiliser donc les sites d'exploitation, etc. Donc vous verrez bien, je l'ai dit, donc c'est surtout au moment de l'expansion, de la maturité, que les besoins en financement sont vraiment très, très accrus au niveau des entreprises, des entrepreneurs que vous êtes. Ceci étant dit, nous allons rapidement passer en revue donc les différents
instruments de financement dont vous disposez en tant qu'entreprise ou bien auxquels vous pouvez faire recours pour justement financer vos activités. On l'a vu, les différentes étapes auxquelles il faut recourir au financement, les destinations de ces financements-là. Mais la prochaine étape, la question qui est essentielle que vous vous posez sans doute, c'est de savoir quels sont les instruments dont je dispose, moi, entrepreneur en RD Congo, pour pouvoir financer une activité. Donc, il y a généralement quatre types de financements qui sont identifiés. Il y a des financements qui sont qualifiés d'internes, mais il y a aussi des financements qui sont qualifiés d'externes. Dans les financements externes, nous avons les dettes financières, nous avons les investissements et nous avons les subventions et les aides publiques. Quand on parle de financement en interne, donc c'est le fait d'utiliser les épargnes personnelles et les bénéfices non distribués de l'entreprise pour financer ses activités de croissance, tout en gardant le contrôle total et en évitant l'endettement. C'est un élément qui est très important, c'est un aspect du financement qui est souvent négligé par les entreprises, le fait de travailler sur sa capacité de mobilisation en interne de ressources, parce que ça vous épargne des tracas d'aller engager des discussions avec des institutions financières, mais aussi c'est de l'argent qui vous coûte. Mais si ce sont vos propres fonds, des ressources en interne, ça ne vous coûte rien et ça permet d'améliorer donc la performance de vos entreprises. Et dans cette catégorie de financement en interne, il y a souvent trois instruments qui sont recensés. Il y a ce qu'on appelle l'autofinancement, je l'ai dit, c'est vos propres ressources, vos bénéfices que vous n'avez pas distribués ou bien réinvestis. Mais il y a aussi, par exemple, les ressources, les amortissements que vous avez mis de côté pour financer le renouvellement, par exemple, des équipements, des actifs, par exemple. Il y a aussi un autre élément qui est très important et sur lequel vous devez aussi commencer par travailler, c'est la question du crédit fournisseur. Donc ça repose sur la qualité de la relation que l'entreprise a avec ses fournisseurs, par exemple. Et il est très important en tant qu'entreprise de travailler aussi à avoir de saines relations avec ses fournisseurs parce que un fournisseur qui vous fait confiance, par exemple, peut vous mettre à disposition de la matière première, peut vous mettre à disposition des consommables, par exemple, avec un différé peut-être de 2 mois, de 3 mois avant de pouvoir le payer. Donc, c'est de l'argent que vous êtes censé, par exemple, aller chercher ailleurs, qui vous est donné comme ça en avance et que vous avez le temps de pouvoir payer après. Même chose aussi avec les clients. Il faut avoir de bonnes relations avec vos clients parce que un client qui sait que vous avez un produit ou un service de qualité et qui est très intéressé peut vous faire des avances, par exemple. C'est de l'argent qu'il vous donne, qui peut vous servir à financer vos activités en attendant que vous allez chercher des fonds en externe, par exemple, pour financer autre chose. Dans la partie des dettes financières, donc, c'est des emprunts des fonds. C'est généralement des crédits qu'on a avec les banques commerciaux, euh, qui est remboursé avec des intérêts, avec un calendrier bien précis de remboursement. Et dans cette catégorie-là, on a souvent deux instruments financiers. Nous avons les prêts à court terme et des lignes de crédit, vous le savez sans doute. Mais il y a aussi là les possibilités d'avoir des prêts à long terme avec donc les banques commerciales avec lesquelles vous travaillez d'habitude. Troisième catégorie, nous avons les investissements, donc les fonds propres. Donc, ce sont des investissements par l'achat des parts d'actions dans une entreprise en échange de droits de propriété et d'un potentiel retour sur investissement. Donc, c'est une partie de votre entreprise, de votre activité que vous cédez à une tierce personne qui est intéressée par ce que vous faites et qui a vu le potentiel qui est dans votre entreprise et qui souhaite y participer. Donc, il vous apporte de l'argent en capital qui peut vous servir donc à financer vos activités. Là, on a souvent deux types d'instruments financiers. Nous avons ce qu'on appelle les dettes convertibles et on a les investissements en capital. Donc, les dettes converties, par exemple, c'est de l'argent, c'est un prêt qu'on vous fait. Premièrement, la personne vient avec un prêt, il vous donne de l'argent à crédit, mais cet argent-là, à terme, peut être transformé, par exemple, suivant les accords que vous avez, en une part de votre entreprise s'il trouve que l'activité performe bien. Et la dernière partie donc des types de financement, c'est les subventions. C'est ce que la plupart des entreprises recherchent souvent, mais qui sont très, très rares et très, très compétitifs. C'est de l'argent qui fait souvent du bien aux entreprises, mais malheureusement qui n'est pas très régulier. Donc, il faut aussi effectivement chercher les subventions à la création d'entreprises, par exemple, mais aussi ce qu'on appelle les matching grants, les cofinancements lors des appels à projets, par exemple, que les gouvernements font avec les partenaires technico-financement.
Une fois l'inventaire, donc on l'a vu, ces différents instruments financiers que nous avons vus dans le slide précédent, en fonction donc de celui que vous choisissez, il y a un certain nombre de critères qui vous sera demandé, que les bailleurs regardent pour vous qualifier à en bénéficier. Généralement, ils sont recensés autour de 8 points. D'abord, la conformité réglementaire et juridique. Est-ce que votre entreprise est formalisée? Est-ce que voilà, il y a les statuts, tout est en net. C'est des aspects qui sont très importants quand on veut aller chercher du financement, surtout à l'extérieur. La documentation. Est-ce que vous avez des rapports d'activité, des rapports d'audit, voilà, des rapports de contrôle interne? Est-ce que la documentation est à jour, par exemple? Mais aussi la capacité de remboursement de l'entreprise. Le projet pour lequel vous cherchez le financement, vous devez pouvoir montrer que l'activité générera suffisamment de ressources pour pouvoir payer la banque en retour. Mais aussi, le troisième, quatrième élément, c'est votre historique de crédit, c'est la notation que vous avez au niveau de la banque. Et c'est pour ça qu'il est très important de travailler à améliorer sa notation, à avoir de bonnes relations avec son banquier pour nous assurer que le moment venu, on laissera de très bonnes traces qui jouera en notre faveur. Cinquième point, et non pas de moindre aussi, c'est la capacité à pouvoir mobiliser des garanties pour pouvoir financer justement, faciliter le financement. Et après, le sixième point, c'est le potentiel de développement même de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise dans son ensemble est sur une bonne trajectoire? Ils vont regarder ce que vous étiez il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, pour voir c'est quoi la courbe. Est-ce que la tendance est vraiment à la hausse? Est-ce que l'entreprise est en train de grandir? C'est aussi un indicateur qui peut convaincre vraiment un bailleur. Et le septième point, c'est la gouvernance de l'entreprise. Ah, ce point, c'est souvent le point le plus, comment j'allais dire, qui pose souvent le plus de problèmes aux entreprises quand il s'agit d'aller chercher du financement, parce qu'on sait tous qu'au début de l'activité, souvent on est seul. Donc on commence avec voilà une petite entreprise unipersonnelle, individuelle, mais après quand l'activité grandit, on est souvent réticent à pouvoir l'ouvrir à d'autres personnes pour pouvoir aller chercher des financements beaucoup plus conséquents, par exemple. On confond souvent ces comptes personnels avec les comptes de l'entreprise. C'est des choses qui ne jouent pas forcément en faveur de vous en tant qu'entreprise quand il faut aller chercher du financement à l'extérieur. Et le dernier point, c'est l'impact de votre activité. Euh, Nombre de producteurs, de petits producteurs, par exemple, qui sont touchés par rapport avec vos interventions, le nombre de jeunes qui sont affectés, le nombre de femmes qui sont affectées. Ce sont des thématiques, par exemple, qui peuvent intéresser à différents sources de financement. Donc, vous pouvez le voir ici, en fonction de la source de financement, les uns ou les autres de ces critères peuvent être importants ou pas pour celui qui vous apporte de la ressource. Donc, on ne va pas s'attarder dessus. Vous aurez les documents, vous pouvez aller le vérifier et checker vous-même ces différents sources-là. Pour récapituler, donc, il y a un certain nombre de conditions de base que nous allons dire essentielles qu'il faut réunir, mais aussi d'autres conditions qui sont optionnelles pour pouvoir vraiment engager sereinement les discussions avec un potentiel bailleur. C'est d'abord la qualité de la direction de l'entreprise. Vous devez montrer que vous avez une équipe qui est solide, techniquement, financièrement, et que le management a le leadership qu'il faut pour pouvoir amener l'entreprise là où elle veut aller, par exemple. Vous devez aussi, en fonction de votre niveau de maturité, montrer que l'entreprise est déjà en activité depuis quelques années. C'est pour ça qu'il est important de documenter vos activités. Vous ne pouvez pas dire, oui, on a commencé il y a 3 ans, on a commencé il y a 4 ans, mais il n'y a aucun document pour pouvoir attester de cela. C'est très important de le faire. Il faut aussi apporter la preuve claire de la viabilité. J'ai déjà dit que l'entreprise est viable. Et enfin, montrer qu'on est en règle avec le fisc, qu'on paye ses taxes, qu'on paye ses impôts régulièrement et qu'on a toutes les autorisations, les permis qu'il vous faut pour faire l'activité pour laquelle vous demandez le financement. Dans la deuxième partie, des conditions qui sont qualifiées d'optionnelles, mais qui n'ont pas les moins importants, c'est le fait d'avoir des garanties, je l'ai déjà dit, mais aussi les certificats. Le fait d'avoir des certificats, ça prouve à la personne à qui vous allez demander la ressource que vous êtes engagé dans une démarche
professionnel et que vous avez la volonté de faire les choses bien et vous avez la possibilité d'aller chercher des marchés à l'international. Et donc, ça le met beaucoup plus en confiance, par exemple. Un autre aspect aussi en fonction du bailleur que vous avez en face, c'est l'impact environnemental que vous faites, que vos activités ont sur l'environnement, par exemple. Si vous avez une activité qui contribue à dégrader l'environnement, ça peut repousser, par exemple, un certain nombre de partenaires. Et le dernier point, c'est l'impact positif clair du financement sur les petits exploitants. Je l'ai dit, certains bailleurs, par exemple, comme le FIDA, c'est des points qui les intéressent beaucoup, de savoir que vous travaillez avec les petits producteurs, vous travaillez avec les jeunes, vous travaillez avec les femmes. Donc, c'est des éléments qu'il faut mettre en avant, sortir ces chiffres-là pour pouvoir convaincre donc votre bailleur. Donc, tout ce que nous racontons, la démarche, nous le savons, ça peut être long à partir du moment où vous avez identifié vos besoins jusqu'à avoir l'accès au financement pour financer vos activités. Ça peut des fois être long, mais généralement, on a identifié qu'il y a 5 étapes par lesquelles l'entreprise passe. Donc, il y a l'étape où il analyse ses besoins financiers. On a dit quel est le montant. Est-ce que on a besoin de l'argent pour un investissement, bien c'est pour un fonds de roulement? On a besoin de ça quand? On a besoin de quel volume? Il faut les spécifier. Une fois que c'est fait, il faut voir dans son environnement la bonne source de financement. Quelle est l'institution financière? Quel est le partenaire qui est à même de me fournir donc ce type de financement dont j'ai besoin? La troisième étape, une fois que le partenaire est identifié, il faut faire un inventaire de tout ce que le partenaire demande comme document et s'atteler vraiment à pouvoir réunir ces documents-là et le leur apporter. Une fois que les documents sont prêts, donc on engage donc les partenaires et on discute avec eux. Et si les documents sont à jour, donc on a accès au financement et on peut passer à leur utilisation. Généralement, il y a un certain nombre de barrières. Vous le savez sans doute mieux que moi. Si j'en oublie certains, n'hésitez pas aussi à nous partager. Vous êtes des entrepreneurs. Beaucoup parmi vous, sinon c'est la totalité, vous discutez souvent avec les banques. S'il y a des cas, des expériences, des éléments, par exemple, qui sont remis ici, n'hésitez pas à les compléter dans les chats pour pouvoir vraiment nous en apprendre davantage. Donc, je disais qu'il y a souvent un certain nombre d'obstacles liés au financement agricole que vous rencontrez en tant qu'entrepreneur. Ils peuvent être passés en 2 catégories. Il y a des barrières qui sont internes, notamment qui sont liées à vous-même en tant qu'entrepreneur ou bien à votre activité, à votre entreprise. Mais il y a aussi des barrières qui sont externes, souvent sur lesquelles vous n'avez pas d'emprise. Parmi les barrières internes, il y a bien entendu le niveau de formalité. Je l'ai dit, vous pouvez pas être en activité depuis 5 ans, vous travaillez régulièrement l'activité génère de revenus, mais vous n'êtes pas formalisé. On dit, ah oui, au début, c'est le gouvernement qui nous a mis ensemble, on est un groupement. Et non, mais à un moment donné, quand on vous accompagne au début, il faut aller formaliser. Si c'est une coopérative, il faut avoir une matriculation. Il faut être reconnu par l'autorité nationale et pouvoir faire valoir ces documents-là. Voilà. Si c'est une entreprise, les jeunes entrepreneurs, au début, votre entreprise peut vous soutenir, mais quand ça commence par prendre et que vous devez aller chercher des financements ailleurs, il faut commencer par vous formaliser. C'est très important. Le second point, c'est souvent qui est rencontré, c'est que les entreprises n'arrivent pas à démontrer suffisamment qu'ils ont des antécédents, qu'ils ont un historique, parce qu'ils n'ont pas suffisamment documenté, ou bien tout naturellement parce que l'activité est très jeune, par exemple. Troisième aspect, c'est l'incapacité de l'entreprise à fournir la garantie. Aujourd'hui, nous avons des banques ou bien des microfinances qui souvent ne nous aident pas. Certains vont jusqu'à demander des garanties qui vont jusqu'à 100, 120%. Et il faut pouvoir disposer des actifs pour pouvoir prouver et supporter donc ces financements-là. Quatrième point, c'est la capacité limitée des entrepreneurs à préparer les documents. On l'a dit, il y a beaucoup de documents qu'il faut, les documents de régularisation, que ce soit les KCFE, le registre du commerce, tout ça, mais aussi des documents très techniques comme les plans d'affaires ou bien les plans financiers. Souvent, les entrepreneurs ne sont pas en mesure eux-mêmes de pouvoir le faire, donc ils font avec les moyens qu'ils ont. Donc, il faut des fois faire recours à de la compétence externe pour vous accompagner. Il y a aussi le fait qu'il y a un manque d'anticipation dans les besoins. Parce que, par exemple, on ne sait pas que l'institution financière que j'ai en face de moi, il a besoin, lui, par exemple, c'est pas trop, de 4 semaines, de 8 semaines pour pouvoir traiter mon dossier, alors que moi, j'ai besoin du financement dans un mois. Donc, il faut savoir
le temps que prend le traitement des dossiers pour anticiper au maximum et pour avoir le financement au temps que vous le souhaitez. Et le dernier point, c'est l'absence de politique de procédure de gouvernement appropriée pour donner confiance aux bailleurs de fonds. Donc, il n'y a pas un environnement qui soit propice, qui mette les bailleurs en confiance pour montrer qu'au niveau national, il y a une dynamique qui est enclenchée et que le gouvernement, aussi, par exemple, met en place des produits spécifiques pour accompagner les entrepreneurs. Deuxième catégorie donc de barrières qui sont rencontrées, je l'ai dit, sont les barrières externes. Par exemple, c'est les prêteurs qui considèrent, par exemple, que le secteur agricole, c'est un secteur qui est trop risqué par rapport à d'autres secteurs. C'est quelque chose que moi, j'entends depuis que j'ai commencé l'école d'agronomie, il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant. C'est quelque chose qui revient régulièrement. Mais pourtant, c'est le secteur qui contribue à financer dans nos pays jusqu'à, c'est pas trop, 50, 60, 70% même nos économies des fois. Le second point aussi, c'est que les produits financiers qui sont développés ne sont pas adaptés au cycle de production horticole, par exemple. Donc, c'est autour de tout ça que le colis travaille pour justement capaciter l'entrepreneur individuel, mais aussi très prochainement travailler sur l'environnement pour pouvoir nous assurer que les deux combinés permettent à nos partenaires d'avoir un meilleur accès au financement. Dans cette partie, c'est juste des rappels que je voudrais nous faire par rapport à un certain nombre d'opportunités, justement, que vous pouvez saisir. La RDC est un pays avec un fort potentiel de développement agricole. Vous le savez mieux que moi. Et les opportunités existent dans plusieurs catégories, que ce soit sur les produits horticoles à forte valeur ajoutée, ou bien que ce soit sur les produits biologiques ou les produits de niche. Mais aussi, aujourd'hui, il y a une dynamique au niveau continental aujourd'hui d'ouverture des marchés intra-africains qui peuvent être saisis et aussi les avantages de l'agriculture de contre-saison qui peut être aussi des niches sur lesquelles vous positionnez par exemple pour pouvoir travailler. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ces opportunités-là. Vous aurez les documents, vous pourrez rentrer au fond. Voilà. Mais à titre d'exemple, par exemple, si on prend les produits horticoles, vous savez qu'il y a l'avocat dans le nord, dans le sud Kivu, dans l'Ituri ou bien dans le Congo central. Il y a aussi l'ananas du Congo central, les mangues, la papaye tropicale, les piments paprika, les produits transformés, etc. Il y a aussi le cacao fin du nord Kivu, le café arabica dans le Kivu, etc., etc. Mais un autre aspect, un point essentiel sur lequel je voudrais vraiment insister, je l'ai dit tantôt, c'est aujourd'hui, il y a une dynamique continentale qui se met en place où les frontières entre pays s'ouvrent grâce notamment avec le ZLECA. Donc, c'est une opportunité aussi que vous pouvez, en tant qu'entreprise, vous positionner pour aller saisir, par exemple, exporter des produits vers les pays voisins. La RDC a 9 frontières, donc c'est autant d'opportunités que vous avez en tant qu'entreprise, par exemple. Il y a aussi la Goa. La RDC a réintroduit la Goa en 2021. C'est aussi une opportunité pour vous. Mais aussi aujourd'hui, dans les pays, il y a les zones économiques spéciales qui se développent et qui permet justement aux entreprises dans leur pays, en aire des Congo, de pouvoir vraiment s'installer sur ces plateformes-là, bénéficier des avantages qu'offre le gouvernement, produit et exporter vers l'extérieur. Parmi les défis, je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs types de défis. Il y a les compétences techniques et opérationnelles qui peuvent être limitées, que vous le savez mieux que moi, les entrepreneurs que vous êtes, malgré votre volonté, malgré des fois aussi les formations multiples que vous avez, il y a toujours de nouvelles choses, des nouveaux certificats que vous devez avoir qui font que vous avez des compétences qui sont limitées, par exemple. Et c'est des éléments sur lesquels nous, on accompagne, le colis d'accompagne, par exemple, et si vous en exprimez le besoin. Il y a aussi, par exemple, le coût élevé et les obstacles financiers que vous pouvez rencontrer. Il y a aussi par exemple, les coûts de logistique, les coûts élevés de la certification, l'accès limité au financement pour les PME ou bien l'insuffisance de fonds de roulement, on en a déjà parlé. Donc, c'est vraiment autant d'obstacles, de défis que vous rencontrez. Voilà. Troisième catégorie, pardon, il y a aussi les contraintes qui sont liées au marché. Je l'ai dit, au niveau continental, il y a un travail qui se fait, mais oui aussi entre pays, il y a certaines réglementations qui se mettent en place pour pouvoir faciliter, ou bien qui peuvent être des contraintes pour vous. Il y a aussi des difficultés à répondre aux normes sanitaires et phytosanitaires. Et là aussi, c'est vraiment un domaine sur lequel le colis d'Excel, vous le savez, nous accompagnons, nous préparons nos partenaires justement à pouvoir répondre à ces normes phyto-là et pouvoir saisir des opportunités de marché à l'extérieur. Nous avons aussi des fois le fait que, en tant qu'entreprise que vous êtes, vous n'avez pas accès à un réseau très étoffé d'acheteurs à l'international. Et mais aussi la question de la volatilité des prix du marché.
Et enfin, la troisième catégorie, qui sont des facteurs structurels sécuritaires. Malheureusement, en Inde des Congo, des fois, il peut y avoir certaines zones, par exemple, qui sont l'objet de, voilà, de crises sécuritaires. Mais ça n'empêche quand même pas que dans cet environnement-là, les entreprises que vous êtes, vous continuez pas à travailler. Donc, il y a les fameuses infrastructures, l'instabilité sécurité de certaines régions, la fragmentation des chaînes de valeur et les défis logistiques, la chaîne de froid, par exemple, pour pouvoir transformer les produits d'un point A à un point B, par exemple. C'est des éléments sur lesquels, qui constituent vraiment des facteurs, des défis sur lesquels vous continuez pas à travailler. Et très rapidement, euh, un zoom sur les défis que vous rencontrez pour exporter vos produits. Bien entendu, je l'ai dit, c'est les défis de financement qui est le plus récurrent, mais aussi en face, il y a des stratégies pratiques que vous pouvez par exemple adopter. Il y a un défi de financement de pré-exportation. Donc, c'est pouvoir financer toute l'activité, acquisition des intrants de main-d'œuvre d'emballage. C'est un défi pour vous. Financer aussi le post-expédition une fois que le produit est parti, en attendant que le paiement soit fait par votre acheteur. Il faut pouvoir vivre en attendant que le paiement n'arrive. Il y a aussi aujourd'hui des financements de la certification et de la mise en conformité qui coûtent extrêmement cher et sur lequel aussi c'est un défi pour vous. Et enfin, il y a aussi les investissements que vous devez faire en infrastructure, je l'ai dit, les chambres froides, les entrepôts d'emballage, l'irrigation, l'énergie solaire, qui vous permettent de pouvoir justement vous adapter à votre environnement qui est de plus en plus changeant. En face de cela, il y a des financements garantis par des contrats qui peuvent être actionnés. Il y a des financements mixtes, on pourra en dire davantage. Il y a des partenariats que vous pouvez avoir à l'exportation. Il y a des modèles d'agrégation et de coopération qui sont des mécanismes de réduction des risques qui sont mis en place, que ce soit par les partenaires ou bien les gouvernements pour les PME. Il y a aussi des financements, par exemple, qui sont liés spécifiquement aux gens, mais aussi des financements climatiques qui sont autant de stratégies qui peuvent être adoptées pour justement vous aider un temps soit peu et à faire face à ces défis-là qui sont mentionnés. Et à cette étape, je ne sais pas si Samuel est connecté. Peut-être je pourrais lui demander, voilà, peut-être d'intervenir dans cette partie-là pour confirmer, peut-être compléter les éléments qui ont été relevés, notamment en termes d'opportunités, mais aussi de contraintes que vous rencontrez. Et s'il y a des spécificités liées à la RD Congo que je n'ai pas pu mentionner, n'hésitez pas aussi à les commenter, à les mettre en commentaire pour nous informer. Et Samuel, je ne sais pas si tu es connecté. Samuel, tu es là? Oui, oui, Laté, vous m'entendez? Oui, je t'entends très bien. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si sur ces aspects-là, tu as des compléments d'informations peut-être à pouvoir apporter à nos participants. Merci infiniment pour la présentation. Je crois que ça a couvert l'essentiel de ce qui a été prévu. Bon, s'il faut qu'on insiste sur les, les contraintes auxquelles font face les entrepreneurs, c'est vrai que l'accès au financement est une des contraintes majeures, surtout pour les entreprises qui sont à un stade de maturité peu élevé. Nous avons, au sein de l'ANAPEX, catégorisé, en parlant des exportateurs, en, en différents niveaux de maturité. Il y en a qui sont à leur première expérience d'exportation. Ceux-là, les primo-exportateurs, ont des besoins énormes, notamment pour financer le fonds de roulement euh, et aussi d'autres bâtiments de leur activité. Et donc, ces difficultés sont intrinsèquement liées à leur incapacité non seulement à fournir les garanties nécessaires par les banques commerciales, mais aussi à la configuration générale du système financier au Congo, où il faut rappeler que le taux d'intérêt, s'il faut recourir aux banques commerciales, et même si les banques ou les institutions de microfinance existent, les taux d'intérêt ne sont pas très différents. Ils sont plus élevés dans les institutions de microfinance, ce qui porte un coût à la capacité de ces entreprises à recourir à ce mode de financement. Les subventions. On aurait bien souhaité être un peu plus éclairé sur cet aspect précis, d'autant plus que on sait qu'il existe un certain nombre de partenaires qui travaillent dans l'aide au développement, aussi bien les partenaires bilatéraux que ceux qui sont dans le domaine
multilatérales. Les subventions, c'est vrai, la motivation des entreprises à être performantes, la, la trajectoire vers l'innovation ou vers la compétitivité n'est possible que si les entreprises sont suffisamment en compétition. Alors, les subventions, quelquefois, ça peut aider les entreprises, ceux qui sont dans une phase telle que elles doivent se construire, mais aussi ça peut être un facteur qui pourrait, dans une certaine mesure, affaiblir la capacité des entreprises à se réaliser. En tant que tel, nous avons une expérience précise en cette matière pour les entreprises qui sont, par exemple, dans les produits pérennes. Vous ai parlé ici de l'Est de la République, essentiellement dans la région du Kivu, le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri, qui sont des régions très, très développées en termes de production et d'exportation de café et de cacao. Alors, on a pu constater que les entreprises qui ont une certaine capacité à s'autofinancer, à bien gérer tout ce qui a comme documents nécessaires à leur activité et qui sont moins enclins à solliciter les subventions publiques, les subventions des organisations internationales, sont les mieux à même à faire de bons essentiels dans le schéma d'exportation. Ça, c'est un constat qu'on a pu faire de façon documentée. Bon, on a aussi évoqué ici le cas d'un certain nombre de pesanteurs qui sont peut-être liés à la configuration sécuritaire de la République démocratique du Congo. Mais vous avez bien fait de mentionner que cela n'empêche pas à ce que les entreprises puissent avancer. D'autant plus que les statistiques prouvent, hein, les entreprises congolaises qui sont localisées à l'est de la République, en tout cas dans l'entrepreneuriat agricole et dans les exportations de ces produits-là, sont les plus performantes. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer cela? Moi, je crois que les, euh, les raisons sont multiples. C'est notamment le fait que ces entreprises ont le goût du risque et se mettent au contact de cas de succès, c'est-à-dire des bonnes pratiques, notamment avec leurs compères qui sont du côté de l'Est de la République. Il y a une autre dynamique qui se développe, notamment à l'Ouest ici, qui est aussi encouragée et qui donne des perspectives intéressantes en termes de croissance de l'activité d'exportation d'un certain nombre de produits, notamment ceux liés à la culture pérenne, mais aussi à d'autres cultures porteuses telles que celles liées aux épices, aux fruits et légumes et à d'autres cultures, notamment liées au secteur de la pharmacie. Donc, globalement, je crois que c'est les petits commentaires qu'on peut donner. Je ne sais pas si je peux faire un, un reportage des questions éventuelles qu'il y aurait dans l'assistance ici. Ok. Avant peut-être que tu ne puisses aller là-bas, euh, rappeler vraiment aux participants, en tout cas ceux qui ont cette possibilité-là, n'hésitez pas hein, de pouvoir poser vos questions dans la session questions-réponses, pas dans les commentaires. Il y a une session Q&A. Vous posez la question, on passe là-bas rapidement et on pourra vous apporter des éléments de réponse. Mais comme effectivement, comme Samuel l'a dit, comme il y a un certain nombre d'entreprises qui sont avec toi là-bas, vous pouvez les recenser, peut-être nous envoyer aussi la question. On pourra les traiter. Merci, Samuel. Tu peux aller. OK. Donc, s'il y a des questions, je vais les obtenir et les répercuter auprès de nos présentateurs. Sinon, on va peut-être les envoyer par chatbox comme vous l'aviez souhaité. Et donc, je vais vous donner
encore la parole pour continuer. Ok, merci Samuel. Je ne sais pas trop si c'est à Delayon que je remets la parole ou bien c'est à Margot. Delayon? Oui, merci Laté pour la présentation. Euh, voilà. Donc, comme Laté l'a dit, n'hésitez pas à mettre vos différentes questions dans les Q&R, les questions-réponses. Laté, mais bon, là, je vois déjà une question. Bon, je sais pas si tu pourras répondre dans le chat ou bien si peut-être ce serait intéressant de répondre en direct. C'est pas lesquels tu préférerais. Oui, effectivement, je vois une question de Eugène Casséré. Le forum parle d'entreprises agroalimentaires. Ma question, est-ce que les coopératives agricoles aussi sont concernées? Euh, je te laisse répondre à ça. Est-ce que nous accompagnons aussi, comme tu es aussi un responsable pays, est-ce que nous accompagnons aussi les coopératives? Si oui, quels sont les différents types d'appui? Après, maintenant, moi, je peux venir faire peut-être un zoom sur les questions d'accès au financement, quoi. Tu le prends? Je pense en fait que la question est beaucoup plus en lien avec l'accès au financement. Mais oui, pour répondre à la question, le COLID accompagne également les entreprises agricoles, tout comme les coopératives agricoles. Les entreprises agricoles, tout comme les coopératives agricoles, sont accompagnées par le COLID. Et en Ok. matière d'accès au financement, bon, je pense que oui, tu peux continuer. Ok, merci beaucoup, Eugène, pour la question. Effectivement, ces éléments que nous avons recensés sont aussi bien sur beaucoup de points valables pour les entreprises, voilà, formellement constituées que pour les coopératives immatriculées dans nos pays. Donc, la réalité n'est pas très différente, que ce soit pour les entreprises ou bien que ce soit pour les coopératives. Une fois qu'on s'engage dans ce process-là, les challenges qu'on rencontre sont pareils, les différents sources de financement qu'on a en face de soi sont pareils, les exigences, les documentations qui sont demandées sont à beaucoup de points pareils. Donc oui, pour répondre à ta question, les éléments que nous avons relevés sont aussi valables pour les entreprises constituées bien ou bien comme pour les coopératives. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Il y a aussi d'autres collègues qui sont là. Il y a aussi Wetine qui est en ligne, qui pourra certainement intervenir aussi pour compléter au besoin s'il y a des aspects que nous avons occultés. Merci beaucoup. Euh, D'autres questions ou bien il y en a dans les chats? Peut-être Samuel, est-ce qu'il y a déjà des questions? Peut-être, c'est vrai que tu l'as dit que tu pourras recenser, nous envoyer après. Mais est-ce qu'il y a déjà des éléments qui te sont reversés là-bas que tu peux nous partager, Samuel, si tu nous écoutes? Alors, il y a une question dans la salle. J'aimerais rapidement qu'elle soit posée de vive voix. Vas-y, parle. Oui, merci. En fait, j'ai une préoccupation. Quand vous avez parlé des types de financement, il y en a Oui. quatre. Quand il s'agit de subventions ou dans chaque type de financement, est-ce que vous pouvez nous lister quelques institutions qui prennent en compte chaque type de financement, soit de subvention, si on a besoin de ça, on peut aller chez quel bailleur de fonds pour financer ça. À part ça, au début, vous avez parlé que vous devez brosser sur les plans d'affaires et les plans de financement. Est-ce qu'il y a moyen de dire un mot sur ça? Merci. Ok, merci beaucoup. Sur la liste des financements qui sont disponibles en fonction des différents types là qu'on a listés, je crois qu'il y a un travail qui est en train de se faire par ma collègue Wetine. Je ne sais pas si Wetine, tu es là. En tout cas, il y a une liste, il y a un travail qu'elle a fait en train de constituer une base peut-être de potentiels sources de financement que vous pouvez consulter sur place. Wetine, tu veux bien partager? Oui, en fait, j'ai déjà envoyé un ligne à Delanio. Delanio, tu peux. Ok. Oui, là, comme Gauthier l'a dit, en fait, pour la liste des différentes sources de financement, donc nous avons déjà eu à élaborer, à préparer un webinaire là-dessus. Donc, j'ai partagé dans le chat. Si vous vouliez bien consulter le chat, vous verrez que j'ai
partager un lien de webinaire sur les différentes sources de financement que nous avons eu à présenter. Ok, merci beaucoup, Delayon. Et sur la deuxième partie de la question, je crois qu'ils disent que nous avons parlé de l'accompagnement que nous apportons dans l'élaboration des business plans, mais aussi pour les plans financiers. Oui, c'est un accompagnement que le Colide apporte. Nous l'avons dit dans les différentes ressources que nous mettons en disposition. Il y en a qui servent au niveau de l'étape de la validation du modèle économique, mais il y en a aussi des ressources qui sont destinées à vous accompagner quand vous engagez, par exemple, à élaborer un business plan ou bien élaborer un plan financier ou bien des ressources aussi pour vous aider, pour vous préparer à rencontrer de potentiels bailleurs. Donc, pour ce faire, à chaque fois, comme on l'a dit, il y a un webinaire. On va vous partager la présentation après. Il y a un lien. Si vous voulez, je peux retourner rapidement pour vous le montrer. Voilà. Donc, nous l'avons dit ici. Donc, si vous voulez vous engager dans l'élaboration de votre business plan, par exemple, il y a bien entendu de la ressource que nous avons déjà élaborée et conçue pour vous aider à cet effet. Donc, il y a un webinaire qui vous explique de fond en comble pourquoi vous avez besoin d'un plan d'affaires, qu'est-ce qu'il y a généralement dans le plan d'affaires. Après, il y a aussi des modules qui vous permettent vous-même, en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur, de pouvoir aller à votre rythme et apprendre. Donc, c'est des vidéos qui sont disponibles, des sessions précédentes qui sont enregistrées, qui sont disponibles. Vous pouvez aller, par exemple, pour vous faire former. Vous pouvez l'écouter quand vous voyagez, quand vous travaillez, pour vous former, pour vous édifier. Pareil aussi pour l'appui qu'on apporte pour élaborer les plans financiers, par exemple. Donc, dans la suite, nous avons précisé que, sur un instant, un instant, voilà. Nous l'avons dit ici qu'en plus des webinaires, qu'en plus aussi des cours d'auto-apprentissage dont je parlais tantôt, qui vous permettent vous-même à votre rythme de faire un plan, de vous faire former avec nos ressources, il y a aussi un certain nombre de ressources auxquelles vous accédez sur demande. Donc, vous faites une demande sur l'un ou l'un de nos programmes que nous avons besoin d'un accompagnement pour pouvoir faire nos plans d'affaires, pour pouvoir faire nos plans financiers. Et à partir de ce moment-là, une formation collective peut être organisée comme ce qui est prévu, je crois bien, le mois prochain avec vous, là-bas en RD, pour vous travailler, vous apprendre vraiment à travailler, à élaborer un business plan, bien un plan financier, et vous sortez de cette session-là avec des produits plus ou moins finis. Et après, on peut, au besoin, aller mobiliser encore un expert qui viendra chez vous dans votre entreprise pour finaliser ces instruments avec nous. Voilà un peu les éléments que je voulais vous apporter. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. Dilaté, j'ai vu une question dans le Q&R. J'ai une préoccupation dans le processus d'accès au financement à part le plan d'affaires et les autres. Est-ce que collaborer au communauté de demandeurs sur le plan technique, par exemple dans le cas d'une entreprise qui produit des fruits, telle que la lana, qui voudrait accéder à un financement méthode en lien accès à des technologies de bonnes pratiques? Je pense que de la mieux une bonne réponse à cette question. Non? Bon, une seconde. Question de Nelson Zatita. Ok, Nelson qui demande, j'ai une question dans le processus d'accès au financement, à part le plan d'affaires, est-ce que le collègue accompagne le demandeur sur le plan technique? Par exemple, dans le cas d'une entreprise qui produit des fruits tels que l'ananas, je voudrais aussi accéder à un financement. Oui, bon, Delayon, on te laisse répondre. Oui, effectivement, mais le COLID, en dehors de l'accès au financement, le COLID appuie également sur tout ce qui est assistance technique. Mais juste que nous appuyons à la demande et selon les différents programmes que nous avons en cours. Mais actuellement, en RDC, nous avons actuellement qu'un seul programme multi-pays qui est en cours, le programme FFM+, qui est en phase, à la fin de sa phase opérationnelle. Donc, il n'est pas possible de recevoir actuellement les demandes d'appui sous ce programme.
malheureusement. Mais toutefois, vous avez toujours accès à nos différentes ressources en ligne que nous avons présentées brièvement, dont nous allons également partager avec vous les liens pour vous donner plus large explication là-dessus. Donc, vous avez toujours accès à ces différents cours en auto-apprentissage, notamment où vous avez cette possibilité là-dessus des différents cours qui vous aideront peut-être à adresser les différents challenges, à trouver des solutions à ces différents problèmes-là que vous rencontrez, notamment les problèmes techniques. Euh, je prends, il y a aussi une autre question qui vient d'arriver, de Eugène Casséré. La demande de formation pour une structure doit-elle encore passer par un APES ou cela doit être entre l'entrepreneur et vous, Colline? Delano, tu prends? Oui, pour ce qui est des formations, des appuis en formation, nous disposons de différents types de formations, les cours en auto-apprentissage et les formations collectives qui sont organisées suivant les programmes. Donc, une fois encore, à ce stade-ci, nous ne les organisons plus à ce stade-ci. Donc, mais les cours en auto-apprentissage sont toujours disponibles sur la plateforme e-learning. Donc, non, vous n'avez pas besoin de passer par le Colite forcément pour pouvoir accéder aux cours en auto-apprentissage via notre plateforme e-learning. Donc, j'ai également partagé dans le chat, mais nous allons également repartager par mail avec vous tous ces différents liens là dont nous venons de parler. Donc, une fois que vous cliquez sur le lien, donc vous avez accès à notre plateforme e-learning. Donc, de là, vous pouvez facilement accéder aux cours en auto-apprentissage et voilà, que vous pouvez suivre selon votre disponibilité. Merci, Delano. Je crois qu'il y a une dernière question qui vient. Bonjour à tous, j'ai 4 préoccupations. Est-ce qu'on peut avoir le module de ce webinaire? Oui, bien entendu. On l'a dit au début. À la fin de cette présentation, le mail avec lequel vous êtes inscrit à ce webinaire, la présentation, mais aussi la vidéo de ce webinaire vous sera envoyée là-dessus. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Deuxième point, comment mieux développer mon entreprise de cacao avant d'arriver jusqu'à sa maturité? Est-ce que je comprends que c'est quoi? C'est une jeune exploitation. Vous avez des jeunes plants maintenant. Vous voulez savoir comment entretenir le champ de cacao, c'est ça? Ou bien vous voulez savoir quoi? La question n'est pas assez précise. Euh, Peut-être que si Delayon l'a compris, il peut intervenir. Delayon, Bon, comme est-ce tu as qu'il... dit, la question n'est pas vraiment très claire, mais également, je peux juste peut-être vous réorienter également vers les différentes ressources dont nous disposons. Mais comme nous l'avions dit au début, le domaine d'intervention du COLIT, c'est essentiellement le secteur horticole en particulier. Donc, nous n'avons pas vraiment de, d'outils, de documents qui ont été développés sur le cacao. Mais n'hésitez tout de même pas à faire un tour sur les différentes ressources, notamment la librairie en ligne dont nous disposons pour voir si peut-être vous pourriez peut-être voir des documentations voilà, qui peut-être vous pourront vous orienter dans la production dans le développement de votre champ de cacao. La troisième question, comment avoir un financement pour mon entreprise localisée en l'Est de la RDC? Je pense que c'est un peu l'objet de toute cette présentation qu'on a fait depuis le début pour vous aider justement, pour vous suggérer les différentes approches ou bien manières via lesquelles vous pouvez avoir le financement. D'abord, il faut peut-être déjà savoir si vous avez besoin du financement ou pas, si vous n'avez pas de ressources à l'interne, ça c'est un. Une fois que vous êtes qualifié et que vous êtes sûr qu'il faut aller chercher les ressources de financement, d'abord, c'est quelles ressources dont vous avez besoin. C'est quelle quantité vous en avez besoin quand. Il faut aussi le définir. Une fois que c'est défini, il faut aller voir quelles sont les structures, les institutions qui sont dans la place, qui sont capables de me fournir ce type de financement. Prochaine étape, qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce que ces structures-là demandent comme documentation? Qu'est-ce qu'ils demandent comme garantie? Quelles sont les conditions qui sont exigées pour pouvoir me faciliter? Donc, une fois que les conditions sont réunies, il y a un travail qu'il faut faire derrière justement pour satisfaire à ces conditions-là. Une fois que les conditions sont réunies, donc maintenant, vous allez discuter avec la banque ou bien l'institution financière en question. Et si vous remplissez toutes les conditions, il n'y a pas de raison que le financement ne vous soit pas donné.
Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. Maintenant, concrètement, les collègues l'ont dit, il y a aussi peut-être après une liste euh, qui est partagée dans le lien, d'après ce que j'ai compris, pour justement vous donner une idée, voilà, de sources de financement potentiels. Donc allez-y, jetez un coup d'œil, voyez un peu, voir ce que chacun de ces sources de financement offre. Et s'il y en a qui correspondent à votre besoin, allez vérifier ce qu'ils demandent comme condition et essayez de remplir. Et au besoin, n'hésitez pas aussi à nous revenir. On verra dans quelle mesure peut-être vous accompagner à cet effet. Euh, ok, il y a une autre question. Dina, euh, fa- Dina, secrétaire générale de la Chambre de commerce. Comment réagir euh, face à un partenaire qui exige les parts avant une subvention? Je pense que là, ça rentre dans la troisième catégorie des types de financement que nous avons identifiés. Là, effectivement, il y a aussi ces différentes modalités de financement où un bailleur vient avec du cash et s'il voit le potentiel qui est dans de votre entreprise, s'il estime que l'impact que vous faites, les gens avec qui vous travaillez correspondent aussi à sa cible, il peut vouloir s'associer avec vous, vous apporter beaucoup d'argent. Souvent, ils apportent beaucoup d'argent et pour pouvoir être sûr que la ressource est bien gérée, des fois, ils demandent de rentrer dans votre capital pour une période donnée. Souvent, il y a une durée limitée qui peut aller peut-être de 5 à 7 ans en fonction des pratiques du fonds. Ils rentrent, vous travaillez ensemble à définir une stratégie de développement de l'entreprise et une fois que la stratégie est développée, que l'entreprise prend de la valeur, il revend sa part. Soit il peut vous le revendre ou bien il peut vous le revendre à quelqu'un et il s'en va et il continue avec quelqu'un d'autre. Oui, c'est des choses qui se font et voilà, donc il faut pas avoir peur par rapport à ça. Et il y a un cadre réglementaire qui encadre tout ça. Et n'hésitez pas aussi à demander l'accompagnement pour vous assurer que dans cette démarche-là, vous avez, voilà, vous connaissez vraiment de quoi vous faites, quoi. Et Monsieur le Président avait tout à l'heure parlé de documenter les activités de l'entreprise, car cette option permet de vous crédibiliser auprès des bailleurs. La question de savoir quel document permet de crédibiliser les activités de l'entreprise dans le temps vu, en vue de l'obtention de crédit. Est-ce possible, pour vous de lister les documents essentiels? Euh, ok, merci beaucoup Arthur. Euh, Effectivement, dans les documents que nous avons, qu'il faut vraiment lister, Euh, il y a d'autres supports. Quand vous irez peut-être sur nos plateformes que vous pourrez voir, c'est beaucoup plus détaillé ou c'est très fouillé. On a été vraiment succinct dans cette présentation. On n'a pas voulu trop vous inonder. Mais en tant qu'entreprise, par exemple, sur les questions de formalisation, on veut voir vos statuts, vos règlements intérieurs, voilà, les preuves, vos cartes de création d'entreprise. On veut voir que vous avez un registre de commerce. On veut voir, par exemple, vos rapports d'activité, les rapports techniques, mais aussi les rapports de contrôle interne, les rapports d'audit. On veut savoir que vous avez déjà du vécu. Donc, il faut travailler quand vous faites les activités. Il suffit pas juste de finir l'année comme si de rien n'était, mais il faut prendre le temps, vous entourer des comptables, des techniciens qu'il faut, qui élaborent des rapports, qui font des... Vous avez aussi un conseil peut-être fiscal ou bien un cabinet qui vous accompagne, qui fait les audits, de sorte que vous soyez en règle sur le plan légal, mais aussi sur le plan opérationnel, que toute la documentation qui soit là. Donc voilà un peu les éléments que je peux vous dire. Euh, donc peut-être, si, je sais pas si peut-être dans les chats, on pourra vous partager peut-être les liens. Vous pourrez peut-être aller voir beaucoup plus en détail la documentation qui peut être exigée. Mais vraiment, vraiment, c'est les éléments essentiels que je vous ai ressortis. On peut aussi peut-être vous demander les certificats. Si vous êtes par exemple sur un secteur qui est très, très technique, vous voulez travailler sur un secteur qui est réglementé pour avoir accès, par exemple, au marché de l'Union européenne, il y a des normes, il y a des réglementations, donc il faut des certificats. Donc, le bailleur peut demander, par exemple, à avoir des preuves de certificats qui prouvent que vous êtes un professionnel du domaine, par exemple. Donc, voilà autant d'éléments qui pourront peut-être vous aider à jouer en votre faveur. Rapidement, Joas, si je suis une jeune entreprise qui sans expérience, est-ce que je suis éligible au financement? Oui, il n'y a pas de discrimination par rapport aux jeunes.
on l'a dit, en fonction du niveau de maturité de votre activité, il y a aussi différents acteurs qui sont intéressés par des groupes de jeunes entreprises comme vous. Soit vous êtes encore à l'étape de trouver l'idée, ou bien vous avez déjà commencé quelque chose. Là, on vous qualifie de primo-entrepreneur. Et généralement, dans ces cas-là, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises par le gouvernement, les partenaires techniques, pour justement incuber les entreprises, les aider vraiment à pouvoir développer leur activité au tout début. Donc, et puis il y a aussi beaucoup de subventions, généralement dans ces cas-là, qui sont apportées. N'hésitez pas peut-être à vous rapprocher, c'est pas trop, peut-être de Samuel pour voir au niveau local quels sont les différents instruments qui existent au niveau du gouvernement en fonction de votre région dont vous pouvez bénéficier. Merci. Eugène Casséré, après la formation, quel document vous accordez aux bénéficiaires pour accompagner son entreprise, d'autant plus que certains bailleurs de fonds, à l'occurrence l'OIF, demandent assez souvent qu'une entreprise souhaitant accéder à ces services doit avoir subi la formation d'un incubateur bien connu. Est-ce que vous aurez des certificats? Delayon, tu prends? Oui, je l'avais déjà mentionné un peu plus tôt. Nos formations que nous donnons sont des formations certifiantes. Donc, une fois que l'apprenant suit tout le parcours de cours sur la plateforme, donc à la fin, un certificat lui est délivré. Là, peut-être c'est le moment pour nous de remercier les uns les autres hein, pour le temps que vous avez bien voulu consacrer et participer donc à ce webinaire. Nous espérons que vous avez encore appris un peu et nous remercions aussi tous les collègues qui ont participé donc à la préparation de ce webinaire. Un grand merci à Samuel. Je l'ai vu très très réactif dans les préparatifs. Nous l'apprécions et voilà, comme l'a dit Wettin, nous allons arrêter donc le webinaire ici et nous vous disons à très bientôt et à la prochaine.